Alors, les probabilités composées. Donc le principe, c'est lorsque vous avez plusieurs événements qui sont entre guillemets enchaînés dans l'ordre chronologique. Ça veut dire que vous allez avoir une situation où on veut que l'événement 1 soit réalisé, puis en supposant que 1 a été réalisé, on veut que A2 aussi soit réalisé par la suite, puis A3, etc. etc., etc. Cette formule-là, elle va nous permettre de voir P de A1 jusqu'à inter AN. On a vu un exemple avec un tirage sans remise de boules, où est-ce que c'est ici, de 4 boules à la suite. On a fait le calcul, bon, c'était juste un peu artificiel, mais c'était pour voir un petit peu le principe. Est-ce que jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues au fur et à mesure depuis ça? S'il y a des petits points éclaircis, vous pouvez me le mettre dans le chat. Et puis après, sinon c'est tout bon. Ok. Alors, les probabilités totales. Là, le principe est différent. Si vous repensez à l'arbre, là, les probabilités composées, on était sur une seule branche et on allait tout au bout de la branche. Là, les probabilités totales, ce ne sera pas le même principe. On va être que sur un étage, mais on va vouloir examiner toutes les extrémités possibles en partant d'une racine donnée. Plus précisément, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un système complet d'événements non négligeables. Système complet, ça veut dire que la réunion fait tout oméga et que les intersections de 2 à 2 sont vides. Si on fait ça, on a fait la petite démonstration la dernière fois, on peut expliciter P de E comme étant la somme des P de AI fois P de E sachant AI. Petite remarque à ce sujet-là, ici, ça je vais vous souligner, ça sert là, notamment quand on arrive à plusieurs résultats incompatibles entre eux. Exemple assez classique, si le résultat du dé est pair, on fait telle chose, si le résultat du dé est impair, on fait telle autre chose. Ce sera un peu similaire. Un cas particulier important, finalement, c'est si vous avez non pas un système complet d'événements avec plein d'événements, mais seulement les deux événements A et A bar. Par exemple, on fait 6 ou on ne fait pas 6 avec un dé. Dans ce cas-là, la formule se simplifie. On a juste une somme de deux termes, P de A fois P de E sachant A, plus P de A bar fois P de E sachant A bar. Donc celle-ci, on va l'entourer parce que c'est un cas particulier du truc au-dessus, mais finalement, il arrive assez souvent. Petit exemple, et après, on va pouvoir avancer un petit peu. Alors ici, on a 4 urnes, numérotées de 1 à 4. Dans chacune des urnes, on n'a pas forcément le même nombre de boules blanches et de boules noires. On a le même nombre de boules au total, qui s'appelle grand N ici, mais l'urne petit i, elle contient NI boules noires, et donc grand N moins NI boules blanches. On suppose, voilà, c'est fait comme ça, la probabilité que l'urne I soit choisie est I sur 10. Donc c'est pas équiprobable le choix de l'urne. Et une fois que l'urne est choisie, on tire une boule au hasard. On se demande quelle est la probabilité que la boule tirée soit noire. Donc ici, on va encore une fois poser bien les événements. Si on regarde un examen de la situation, on a 4 cas incompatibles, urne 1, urne 2, urne 3, urne 4. Et en fonction du choix de l'urne, il y aura une certaine probabilité associée d'avoir une boule noire. Pour l'urne 1, ce sera N1 sur grand N, etc. etc. Pour l'urne 4, ce sera N4 sur grand N. Si on formalise un petit peu ça, je repasse au mode tableau. Alors, tac, tac. Alors, c'est exemple sur probabilité totale. Alors, hop, hop. Exemple probabilité totale. Tac. Tac. Alors, on va faire un petit schéma vite fait. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a tac, 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 une première urne, tac, 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 une deuxième urne, tac, 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 une troisième urne et une quatrième. Alors, le dessin sert à rien, hein, on est d'accord, mais bon, ça fait joli. Et après tout, c'est pas mal.
Ensuite, là, on va avoir à l'intérieur, donc des boules noires. Donc ici, à chaque fois, N1 noir, et en dessous, grand N-N1 blanche. Et pareil à la fin, c'est N4 noir et grand N-N4 blanche. Voilà, pour le petit schéma, c'est tout. Alors, sur cet exemple, donc, on a nos 4 urnes. U1, U2, U3, U4. Chacune des urnes contient N boules noires et grand N moins N boules blanches. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, on va poser l'événement, on va donner un nom au pif, grand E par exemple. Donc grand E, ce sera tirer une boule noire. Je fais un petit trait de séparation ici. Ensuite, on va avoir besoin d'identifier l'urne qui est tirée, l'urne qui est entre guillemets choisie. On va donc introduire d'autres événements. On va noter assez basiquement U indice I, l'urne I, et choisie. Ici, l'ensemble U1, U2, U3, U4, donc ces 4 événements, forment un système complet d'événements. U1, U2, U3, U4. C'est un système complet d'événements non négligeable. Ça, rappelez-vous, hypothèse clé, elle doit apparaître clairement. On peut donc appliquer. On peut appliquer la formule du probabilité totale. Alors, en abrégé, la FPT, formule proba totale. Ce qui va nous dire que la probabilité de grand E, ça va être la somme pour I allant de 1 jusqu'à 4 des alors la probabilité que l'urne I soit choisie multipliée par la probabilité d'avoir l'événement E, sachant que l'urne I a été choisie. Jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Pas de souci. On applique la formule, tout simplement, avec le système complet d'événements UI. Ensuite, on remplace les informations énoncées. P de UI, on a dit que c'était I sur 10. Donc ça, on va le remplacer directement. Et ensuite, il nous reste le P de E, sachant UI. Là, c'est assez simple. Sachant qu'on a l'urne petit i qui est choisie. On sait qu'on a NI boule noire, nombre de cas favorables NI, sur grand N boule au total. Bien sûr, assez classiquement, même si ce n'est pas clairement marqué dans l'énoncé, vu la situation, on fait une hypothèse d'équiprobabilité sur le tirage des boules. Conséquence, on probabilité uniforme, NI sur grand N. Donc ici, fois NI sur grand N. Je vais juste entourer ça. Là, c'est par équiprobabilité
du tirage des boules. Dans UI. Et alors bah là, vu qu'on n'a pas les NI, vu qu'on n'a pas grand N, bah on va s'arrêter là. Donc si on applique la formule, ça donne ça. Alors après, bien sûr, suivant les énoncés, vous pourrez avoir un calcul qui a poussé, qui simplifie un petit peu, un petit calcul de somme, etc., etc., d'autres questions annexes, hein. Ça, c'est à voir. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Je temporise quelques secondes. Et après, sinon, on va enchaîner sur la formule de Bayes avant quelques exercices. Alors, ça a l'air bon. Je mets le PDF un petit peu plus grand. Alors, la formule de Bayes. Pareil, celle-ci, normalement, vous la connaissez aussi. Alors, tout du moins dans la première version. Peut-être pas la deuxième, mais vous allez voir qu'en fait, la deuxième, bah, honnêtement, en pratique, l'énoncé, on ne l'apprend pas. C'est juste qu'on le refait à chaque fois. Parce que c'est uniquement une combinaison, un enchaînement de formules à la suite. Alors, la formule de Bayes, elle s'appelle aussi, et c'est presque plus parlant, la formule de probabilité des causes. Tout simplement parce que alors, les probabilités conditionnelles, bah, en général, c'est on obtient la probabilité de la conséquence à partir de la cause. Là, c'est le contraire. On a envie de connaître la probabilité de la cause connaissant la conséquence. C'est un petit peu comme si on voulait renverser la chronologie. Autrement dit, si on a deux événements A et B, si on imagine qu'on a l'événement grand A suivi de l'événement grand B, pardon, c'est dans l'autre sens. On imagine qu'on a l'événement grand B suivi de l'événement grand A chronologiquement. P de A sachant B, c'est ce qu'on a facilement. Nous, ce qu'on aimerait récupérer, c'est P de B sachant A, la probabilité de la cause connaissant la conséquence. On va donc mettre en place cette petite formule, qui est toute simple, hein. En pratique, vous pouvez même presque la redémontrer à chaque fois. La probabilité de B sachant A, c'est P de B fois P de A sachant B sur P de A. Alors, au niveau des hypothèses, il y a juste, bah, on évite de diviser par 0 comme des sagouins, une hypothèse de non-négligibilité. Sinon, c'est tout. Alors, cet énoncé, on va mettre un trait devant, on va dire. En général, il ne pose pas trop de soucis pour la mise en place. On va faire une petite démonstration, et ensuite le corollaire, et puis ensuite un petit exemple. Alors, démonstration, je vais repasser ici. Tac, c'est la démonstration numéro 5. Ah, je suis en rouge. Alors, on va tout simplement partir de P de inter B, et on va l'écrire de deux manières différentes. Dans un premier temps, P de inter B, c'est P de A fois P sachant A d'avoir B. Ça, petit rappel, c'est la définition. Ah, je veux le PDF en plus grand. Non, pardon, j'étais bon, excusez-moi. Ça, c'est tout simplement la définition de preuve conditionnelle. Mais, si on fait le même principe, en l'écrivant, entre guillemets, P de B inter A. Bien sûr, c'est exactement pareil. Cette fois-ci, on va se retrouver avec P de B, multiplié par la probabilité sachant B, d'avoir grand A. Si maintenant, on isole tout simplement ceci égale à ceci, on va se retrouver avec tac. Alors nous on veut dans quel sens? P de B sachant A. Donc la probabilité sachant A d'avoir B qui est égale à ce qui est en dessous, donc P de B fois P de A sachant B, le tout divisé par P de A.
juste en faisant un petit produit en croix tout bidon. Donc on écrit que ça est égal à ça, on divise par P de A, on obtient P de B sachant A égale P de B fois P de A sachant B sur P de A. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'en pratique cette formule, même c'est même des fois presque plus efficace pour être sûr de ne pas se louper, de réécrire 2 fois de suite cette petite définition et bien après de faire division. Alors ça, c'est bouclé. Corollaire. Et on va même presque tout de suite faire ce qui sera en fait la démonstration 6. Et vous allez voir que ça va couler naturellement. La démonstration 6, alors je vous mets quand même le PDF 2 secondes un tout petit peu plus grand, c'est si jamais au lieu d'avoir B sachant A, on veut AJ sachant B, où AJ fait partie d'un système complet d'événements. Dans ce cas-là, ce qu'il faut imaginer, c'est que au lieu d'avoir une cause et une conséquence, on sait qu'on a plusieurs causes possibles. Mais ces causes, on les a toutes identifiées, il n'y en a pas d'autres. Conséquence, enfin, autrement dit, toutes ces causes vont former un système complet d'événements. Le non négligeable, c'est comme d'habitude, pour ne pas diviser par 0 comme des sagouins. L'événement B, c'est celui qui va nous intéresser. Ici, si on veut, connaissant le résultat B, savoir si la cause AJ a été vérifiée, on veut donc calculer la probabilité de AJ sachant B. Cette probabilité de AJ sachant B, on va utiliser la formule au-dessus, et dans la formule au-dessus, le dénominateur, qui sera en fait P de B avec nos notations pour la démonstration 6, on va faire un petit coup de proba total pour le transformer. Et vous allez voir qu'en fait ça prend 2 lignes, tout bêtement. Alors, on va entourer la formule histoire de, mais je vous dis très honnêtement, je l'ai jamais vraiment apprise par cœur. À chaque fois, je la retrouve de tête juste directement et ça marche très très bien. Ça marche très très bien comme ça. Ou voire même si vous avez besoin d'écrire, vous faites en 2 temps. Vous écrivez première ligne la formule de Bayes classique et deuxième temps le corollaire version système complet d'événements. Alors, je repars sur le tableau à côté. Tac. Et nous on veut P2AJ sachant B. Donc pour la démonstration 6, si on fait la propriété 5, on va avoir P de AJ sachant B qui va être égal à A. Alors, ce que vous pouvez remarquer, pour ne pas vous louper dans la formule de Bayes classique, c'est si on fait du P de B sachant A, c'est le P de A qui est le dénominateur. C'est la probabilité du sachant que qui est le dénominateur. Et après, vous avez juste à boucher les trous. Donc ici, on fait du sachant B. On va donc avoir P de B au dénominateur. Et ensuite, on a juste à boucher les trous. On va donc avoir le P de AJ qui nous manque. Et on va avoir le P de, en renversant, B sachant AJ. Donc si vous retenez ce micro moyen mnémotechnique, ça peut vous aider à ne pas vous louper. Et ensuite, formule de probabilité totale. P de B, on va l'écrire la somme pour I allant de 1 jusqu'à... C'était quoi déjà la notation? C'était un petit n ici. Donc pour I allant de 1 jusqu'à petit n, D P de AI fois P de B sachant AI. Et si on fait le combo, le P de B qui est là, on va le remettre au dénominateur et on va donc conclure la probabilité d'avoir AJ sachant B, ça va être égal à, je vais tricher comme un sagouin, hop là, voum, ça va être égal à ce truc là, j'enlève juste lui qui m'intéresse pas, au dénominateur, et qu'est-ce qui me manque au numérateur? Ah mince,
J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'ai oublié de faire. J'ai fait un coupé-coller au lieu d'un copier-coller. Voilà. Et au numérateur, on récupère le P2AJ fois P2B sachant AJ. Allez, je vais le recopier. Je vais faire un effort. Donc la formule, bon bah voilà, elle est ce qu'elle est. Hein, elle n'est pas forcément super engageante, mais en tout cas, elle sera bien pratique, elle va bien fonctionner, elle fera le taf. Est-ce que, pareil, je temporise un petit peu, comme on est en plus en fin de tableau, le théorème 1, c'est la même chose que base. Alors le théorème 1, qu'est-ce que le théorème 1 attendez. De quoi vous parlez là? Le théorème 1, c'est la même chose que base. On utilise, si vous voulez, le théorème 1 pour démontrer base. Je sais pas si c'est ça que vous voulez dire. P2 sachant A. Alors effectivement, ce qu'on a utilisé, c'est la remarque là, qui découle de la définition de probabilité conditionnelle. Enfin, la définition de probabilité conditionnelle, c'est ce théorème 1, effectivement. Et on l'a utilisé 2 fois de suite, en mettant d'un côté P2A, et puis après de l'autre côté en isolant P2B. Donc oui, c'est exactement le même principe. Je vous mets P2. Je sais pas si on est bon ou pas, mais oui, c'est ça qu'on utilise. Ok. Alors, au niveau, tac, 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 petit exemple. Je vais vous mettre, s'il n'y a pas d'autres questions, je remets le PDF un petit peu plus grand. Alors, un petit exemple qui est assez classique. Hein. Ici, on imagine qu'on a une usine, pourquoi pas, 2 ateliers A et B, pourquoi pas, qui fabriquent des écrans. Ensuite, ces écrans, ils arrivent dans un atelier d'assemblage. Alors après, il y a une histoire de statistiques. L'atelier A, il y a 5% des composants qui sont défectueux, mais seulement 1% pour l'atelier B. En revanche, on a 75% des composants qui proviennent de l'atelier B, de l'atelier grand A. Pardon. Après l'assemblage, un portable est tiré au hasard, son écran ne fonctionne pas. Quelle est la probabilité que l'écran soit sorti défectueux de grand A ou bien de grand B? Ça après, de toute façon, si on a l'un, on aura l'autre. Là, c'est exactement la situation probabilité des causes. On a la conséquence, le fait que l'écran ne fonctionne pas, donc qu'il était défectueux, et on se demande quelle est la probabilité que ce soit sorti défectueux de grand A, c'est-à-dire est-ce que c'est grand A qui a fait un mauvais écran ou est-ce que c'est grand B. Donc on va faire un petit schéma qui sera un petit arbre qui sera assez pratique. On va poser quelques événements. Typiquement, ce qui nous manque, c'est peut-être un événement D pour défectueux. Et après, ne pas être défectueux, ce sera tout simplement des barres. Au passage, bon, j'ai mis des ateliers grand A et grand B, mais si on introduit les événements correspondants, on a en fait grand A et A bar. Donc, on est entre guillemets avec un système complet d'événements de 2 événements, atelier A ou atelier B, A ou A bar. Je fais le petit schéma et puis après on enchaîne. Tac, une page en plus. Alors, exemple. De la formule de base. Alors, tac, tac, tac. Alors, on fait notre petit schéma. Je vais faire un petit arbre, parce que ici, finalement, c'est ça la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 2 ateliers d'assemblage possibles, qui vont être grand A et grand B. Ensuite, 2 possibilités. L'écran qui sort de grand A, ou bien il est défectueux ou pas. L'écran qui sort de B, ou bien il est défectueux ou pas. Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs occurrences pour D, D bar, D, D bar, en notant tout simplement grand D, l'écran est défectueux.
Donc ici, si on place nos hypothèses, notre énoncé, qu'est-ce qu'on a? La probabilité, alors, où est-ce que c'était? Voilà, 75% des composants proviennent de l'atelier A. Ça veut dire que sur le schéma, on peut placer, je mets un peu de couleur, un 0,75, c'est la probabilité d'arriver à grand A. Et bien sûr, ça fait donc un 0,25 ici. Ensuite, autre information qu'on a, si on regarde sur le PD, sur l'énoncé, on sait que 5% des composants atelier A sont défectueux, contre seulement 1% pour atelier B. Donc 5% c'est 0,05 pour A et 0,01 pour B. Donc 0,05 ici pour D et ici 0,01. Est-ce que pour le petit schéma, c'est bon? Pas de questions. Alors, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité que l'écran vienne de grand A, sachant qu'il est défectueux. Donc, on cherche la probabilité d'avoir grand A, sachant D, qui est aussi, je vous remets juste la notation, P sachant D de A. Et, je vais mettre entre parenthèses, on cherche aussi la probabilité sachant D d'avoir B. Mais, petit rappel, grand B, c'est A bar. Conséquence ici, vu que P sachant D est une probabilité, rappelez-vous, c'est ça qu'on a démontré au début du chapitre, on sait que P sachant D de A bar, ce sera 1 moins P sachant D de A. Donc, si on a l'un, on a l'autre, tout simplement. Conséquence, on ne va pas se casser la binette, on va faire que l'un des deux et ce sera plié. Maintenant, on met en place une formule de Bayes et on va s'aider un petit peu de l'arbre pour visualiser, mais je répète le principe. L'arbre, c'est très pratique pour visualiser l'information, pour faire un schéma. C'est même une très bonne idée d'en faire un, y compris pour le correcteur, mais ça ne remplace pas les lignes de calcul, les formules mises en place bien comme il faut. Donc on cherche P de A sachant D par la formule de Bayes. Mince, je ne suis pas en bonne couleur. Par la formule de Bayes, P de A, alors P sachant D de A, c'est égal à A. Vu qu'on fait du sachant D, c'est P de D qui est au dénominateur. Donc je place le P de D. Et une fois que j'ai placé celui-ci, en général, il n'y a plus trop d'hésitation à avoir sur la formule. On sait qu'il va y avoir P de A. Si on a déjà placé P de D, il manque P de A. Et on sait qu'il va y avoir l'autre probabilité conditionnelle, donc P sachant A, d'avoir D. Ici, P de A, on l'a. P de D sachant A, bah oui, maintenant on l'a. P de D, la P de D on ne sait pas, parce que l'événement D, il est réparti sur, ici, deux extrémités. Mais par la formule de probabilité totale, donc c'est pour ça que je vous disais qu'en pratique, on va quasiment redémontrer la formule de Bayes complètement à chaque fois. On va expliciter P de D en utilisant P de A fois P de D sachant A, plus P de B fois P de D sachant B. Et après, on remplace toutes les valeurs, et puis on est content, on a gagné. Alors, par les probas totales, P de D, c'est P de A fois P sachant A de D, plus P de B fois P sachant B de D.
Attention ici, c'est bien un D. Hein. On remplace par les valeurs. Alors P de A, donc 0,75. P de D sachant A, 0,05. P de B, 0,25. Et là, 0,01. Alors si on met ça sous forme de fraction, c'est peut-être plus pratique finalement. Là c'est 3 quarts, là c'est 5 centièmes, là c'est 1 quart, là c'est 1 centième. On va se retrouver avec, alors là c'est la partie la plus compliquée, il faut additionner des fractions. Alors si on met tout sur 100, on va avoir 15 plus 1, 16 quarts, 4 sur 100. Conséquence, donc conclusion, sur 400. Comment ça sur 400? Non, moi je mets sur 100. J'ai fait 3 quarts de 5 plus 1 quart. Donc, j'ai fait une bêtise? Attendez. 5 fois 3, 15. 15 et 1, 16. 16 sur 4, 4. Si je mets de la couleur, trois quarts de 5 plus 1 quart, ça fait 4. On est bon ou pas? Ouais. De toute façon, je l'ai dit, hein, c'est comme pour les DL. Hein. Le plus compliqué, souvent, une fois qu'on a les petits mécanismes, bah, c'est l'addition des fractions. Donc ici, on remplace tout. Conclusion. La probabilité, sachant D, d'avoir grand A, c'est... Alors au dénominateur, bah, on aura notre 4%, donc 0,04. Au numérateur, alors P de A, donc on a dit que c'était le 3 quarts, multiplié par P de S sachant A, le 5%. Alors si on fait tout fois 100, on va se retrouver avec 15 quarts, 15 16e. Donc, si on chope un écran défectueux, il y a en fait 15 chances sur 16 qui proviennent de l'atelier A. C'est cohérent, on a un nombre entre 0 et 1. Ça a l'air assez logique parce que on a, j'ai pas changé les chiffres, j'ai un doute Massaï, 75% de A et 5% de A, non c'est bon. Et en plus, on a la majorité des écrans qui viennent de l'atelier A, et c'est l'atelier A qui fait le plus d'écrans défectueux. Donc c'est pas du tout aberrant comme résultat, donc a priori on est content. Est-ce que il y a des questions là-dessus? On est tout bon? Alors, s'il n'y a pas de questions, alors vous allez regarder